Alors, je suis assis dans le bureau de mon avocat, mon téléphone à la main, en train de lui montrer cette vidéo TikTok, et lui, il sourit, mais il sourit vraiment. Et moi, je me dis que je suis sur le point de tout perdre, et ce type, il a l'air d'avoir gagné au loto. Mais je m'emballe. Je dois faire marche arrière parce que toute cette histoire est tellement dingue que je n'arrive toujours pas à croire que ça me soit arrivé. Je m'appelle Antoine, j'ai 34 ans. Je suis marié à Clara depuis 6 ans, en couple depuis 9. Elle a 32 ans. Elle travaille au marketing pour une start-up technologique dans le quartier d'affaires. Enfin, je suppose qu'elle y travaillait. Je ne sais même plus. On s'est rencontrés à un barbecue chez des amis à l'époque où je démarrais tout juste mon entreprise dans le bâtiment et elle sortait tout juste de son master en école de commerce. Elle était intelligente, ambitieuse, magnifique, honnêtement, elle jouait dans une autre catégorie que moi. Je me souviens m'être dit qu'il n'y avait aucune chance que cette femme me donne l'heure, et pourtant elle l'a fait. Le courant est passé immédiatement. Elle comprenait mes blagues stupides. Le fait que je travaille de mes mains plutôt que d'être assis dans un bureau ne la dérangeait pas. Elle disait qu'elle aimait le fait que je construise des choses, que j'étais quelqu'un d'authentique. Mon Dieu, quel idiot j'ai été. Les premières années ont été bonnes. Vraiment bonnes, en fait. On a acheté une maison ensemble il y a environ 4 ans. Une de ces maisons à rénover en banlieue chic sur laquelle je pouvais travailler. J'ai probablement passé des centaines d'heures à la retaper. Nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, j'ai refait tous les parquets moi-même. Clara rentrait du travail, j'étais couvert de poussière de plâtre, elle riait et m'appelait son homme à tout faire. On avait l'impression de construire quelque chose ensemble, vous voyez? Puis, il y a environ 2 ans, sa boîte a commencé à se développer très vite et elle a été promue responsable marketing senior ou quelque chose comme ça. Plus de responsabilités, plus d'heures, plus de stress. Je comprenais. J'étais occupé aussi. Mon entreprise marchait bien. J'avais des chantiers réguliers. On travaillait dur tous les deux. C'est ce qu'on fait à la trentaine, non? On pose les bases pour plus tard. Sauf que, c'est sûr, elle construisait quelque chose, mais juste pas avec moi. Les soirées tardives ont commencé il y a peut-être 8 mois. Au début, c'était 1 ou 2 fois par semaine. Elle m'envoyait un texto vers 18 h pour dire qu'elle devait rester tard pour le lancement d'une campagne ou une réunion avec un client ou je ne sais quoi. Je ne remettais jamais en question. Pourquoi l'aurais-je fait? Je lui faisais entièrement confiance. Elle rentrait vers 23 h ou minuit, épuisée, et j'avais le dîner qui l'attendait. Elle mangeait, on regardait quelque chose, elle s'éteignait. Routine. Puis c'est devenu 3 ou 4 soirs par semaine. Puis presque tous les soirs de la semaine. J'ai commencé à dîner seul la plupart du temps. J'ai commencé à m'endormir sur le canapé en l'attendant. Mais dès que j'en parlais, elle avait cette façon de me faire sentir que j'étais exigeant. Elle me disait, « Oh, ça va, Antoine. Tu sais à quel point cette promotion est importante. Tu veux que je refuse des opportunités? Je croyais que tu soutenais ma carrière. » Et je me sentais comme un connard d'avoir même osé le mentionner. Voilà le truc. J'avais cet ami, Julien. Je le connais depuis le lycée. C'est pratiquement mon frère. Il travaille dans la finance, il a un gros poste chic en centre-ville. Julien et Clara s'entendaient toujours très bien, ce que j'adorais. Rien de bizarre, ils pouvaient juste parler de trucs d'affaires qui me dépassaient. Ils prenaient un café parfois, parlaient de réseau ou de je ne sais quoi. Je trouvais ça cool que ma femme et mon meilleur ami soient amis aussi. Je ne savais pas qu'elle l'utilisait. Il y a environ 3 mois, Julien a commencé à se comporter bizarrement avec moi, avec précaution. Il me demandait comment ça allait à la maison d'une manière préoccupée. Il me proposait d'aller boire des bières et passer tout le temps à me poser des questions sur mon mariage. Est-ce que j'étais heureux? Est-ce que Clara était heureuse? Est-ce qu'on parlait de notre avenir? Je pensais qu'il était juste un bon ami qui prenait de mes nouvelles. Peut-être qu'il avait remarqué que Clara et moi n'étions pas sortis ensemble depuis un moment ou quelque chose comme ça. Puis, un soir, je me plains que Clara travaille encore tard. Et Julien a eu cette expression sur son visage. Et il a dit quelque chose comme « Eh bien, peut-être qu'elle a besoin d'espace. » Et je lui ai dit « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par espace? »
Et il a fait marche arrière très vite. Il a dit qu'il voulait juste dire que tout le monde a besoin de temps seul. C'est sain. Ne l'étouffe pas. L'étouffer. C'est le mot qu'il a utilisé. Et je me disais, je vois à peine ma femme. Comment est-ce que je l'étouffe? Mais Julien a continué à faire ça, la défendre. Chaque préoccupation que j'avais sur notre mariage, il avait une explication. Elle est stressée. Elle est ambitieuse. Elle construit sa carrière. Je dois être plus compréhensif. Je dois lui donner de l'air. Avec le recul, je réalise qu'il était en gros en train de la couvrir. J'ai découvert plus tard qu'elle lui racontait des histoires sur la façon dont je devenais collant et jaloux. Comment je ne pouvais pas gérer son succès, comment j'étais menacé par le fait qu'elle gagne plus d'argent que moi maintenant, ce qui n'était même pas vrai. J'étais fier d'elle, mais elle avait brossé un tableau de moi comme d'un mari jaloux et contrôlant, et Julien avait cru chaque mot. Alors, mardi dernier, mardi soir, Clara m'envoie un texto vers 17h30. Travail tardif encore, grosse présentation demain. Ne rentrera probablement pas avant minuit. Ne m'attends pas. Le truc habituel. Je suis agacé, mais bon. Je commande à manger, je travaille un peu sur mes factures. Je me mets à scroller sur mon téléphone. Vers 22h, je suis sur TikTok, ce qui est stupide, je sais, mais c'est juste un bruit de fond, vous savez? Je ne regarde même pas vraiment, je glisse. Et puis je vois cette vidéo qui me fait m'arrêter. C'est du début de soirée, postée il y a environ 2 heures. C'est cette fille qui se filme avec ses amis dans un club en centre-ville. Un de ces endroits branchés avec le service bouteille, le DJ et les lumières. Elle fait une danse ou quelque chose comme ça et elle balaie la caméra pour montrer à quel point il y a du monde. La vidéo a déjà environ 300 000 vues. Elle est en train de devenir virale. Et là, en arrière-plan, peut-être à 5 mètres derrière cette fille, aussi claire que le jour, Clara, ma femme, dans cette robe noire moulante que je n'avais jamais vue, avec un homme, un grand type en chemise boutonnée. Et ils sont en train de s'embrasser, mais de s'embrasser à pleine bouche, ses mains sur sa taille, ses mains dans ses cheveux. Ils sont dessus comme des adolescents. Je n'exagère pas quand je dis que mon corps entier est devenu froid. Vous connaissez cette sensation où votre cerveau s'arrête de fonctionner? Où vous n'arrivez pas à traiter ce que vous voyez parce que ça ne correspond pas à la réalité? Je l'ai regardée encore et encore et encore. J'ai dû la regarder 20 fois. J'arrêtais l'image, je zoomais, j'essayais de me dire que ce n'était pas elle. Mais c'était définitivement elle. Les cheveux, la taille, la façon dont elle se tenait, c'est ma femme, et l'horodatage de la vidéo affichait 20h17. C'était en train de se passer en ce moment même alors qu'elle était censée être au bureau à travailler sur une présentation. Je suis resté assis, tremblant, je ne sais combien de temps, juste à fixer mon téléphone. La vidéo continuait de tourner en boucle. Les gens dans les commentaires font des blagues sur le couple en arrière-plan. Quelqu'un a même commenté Relationship Goal avec un emoji qui rigole. La fin de mon mariage est le divertissement de quelqu'un. J'ai enregistré la vidéo sur mon téléphone juste au cas où elle serait retirée. Je l'ai téléchargée, je me l'ai envoyée de 3 façons différentes. Puis je suis juste resté assis là, à essayer de comprendre quoi faire. J'ai appelé Julien. Je ne sais même pas pourquoi ça a été mon premier réflexe, mais ça l'a été. Il a décroché à la 2e sonnerie et j'ai juste dit, il faut que tu viennes tout de suite. Il a senti que quelque chose n'allait pas parce qu'il était chez moi en 15 minutes. Quand il est arrivé, je lui ai juste tendu mon téléphone sans rien dire. J'ai regardé son visage pendant qu'il regardait la vidéo et je l'ai vu. Ce petit éclair de quelque chose, pas de surprise, plutôt un « oh non ». Et c'est là que j'ai su qu'il était au courant. Il putain était au courant. Julien a essayé de faire semblant. Il a dit « Antoine, je suis tellement désolé, mec. » Qu'est-ce que c'est? Tu es sûr que c'est elle? Et je l'ai coupé. Depuis quand tu sais? Et il est devenu tout défensif. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je le vois seulement maintenant, comme toi. Mais je savais qu'il mentait. Je connais ce type depuis 20 ans. Je sais quand il ment. On s'est engueulé. J'ai continué à pousser et il a continué à esquiver. Et finalement, j'ai dit, elle te parlait de moi, n'est-ce pas? Et il s'est tu.
Et puis il a dit, écoute, mec, elle est venue me demander conseil il y a quelques mois. Elle était inquiète pour toi, pour votre mariage. Elle disait que tu agissais de manière paranoïaque et possessive et qu'elle ne savait pas quoi faire. J'ai littéralement ri. Paranoïaque. J'avais été le mari le plus confiant au monde. Je n'ai jamais vérifié son téléphone, je n'ai jamais mis en doute où elle était, je ne lui ai jamais créé de problème pour quoi que ce soit. Et elle avait convaincu mon meilleur ami que j'étais le problème. Julien a continué. Apparemment, elle l'avait rencontré pour un café toutes les 2 semaines pour parler de nos problèmes de couple, des problèmes dont je ne savais même pas que nous les avions. Elle lui a dit que j'avais du mal avec son succès, que je lui en voulais de gagner plus d'argent, que je voulais qu'elle quitte son travail et reste à la maison. Rien de tout ça n'était vrai. Elle avait littéralement tout inventé. Et Julien l'a cru parce que pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Ils étaient amis. Elle n'avait aucune raison de mentir, n'est-ce pas? Sauf que si. Elle mettait en place sa stratégie de sortie. Elle montait mon meilleur ami contre moi. Alors, quand tout ça allait exploser, elle aurait quelqu'un de son côté, quelqu'un qui pourrait se porter garant de son histoire selon laquelle j'étais le difficile, le contrôlant, celui qui l'avait poussé à s'éloigner. J'ai dit à Julien de partir. Il a essayé de s'excuser. Il a dit qu'il ne savait pas. Il a dit qu'il aurait dû me parler. Oui, pas de blague. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. Après son départ, je suis juste resté assis avec cette vidéo sur mon téléphone, essayant de comprendre ma prochaine étape. Une partie de moi voulait conduire jusqu'à ce club et l'affronter. Une partie de moi voulait faire exploser son téléphone avec des captures d'écran. Une partie de moi voulait juste faire ses valises et les jeter sur la pelouse. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Au lieu de ça, j'ai fait une capture d'écran de la vidéo montrant clairement son visage, je l'ai recadré et je l'ai envoyé à mon avocat. Juste la capture d'écran avec un message disant « Appelez-moi à la 1re heure demain matin ». Jérôme, c'est le nom de mon avocat. Je l'avais engagé quand j'ai créé ma société il y a quelques années, et il s'était occupé de la signature de la maison pour nous. Un type bien, direct, qui ne tergiverse pas. Il m'a appelé vers 7 heures du matin. Je n'avais pas dormi du tout. Clara était rentrée vers minuit, faisant semblant d'être fatiguée par sa présentation, et j'ai juste fait semblant de dormir. Je ne pouvais même pas la regarder. J'ai retrouvé Jérôme à son bureau à 9 heures. J'ai apporté mon téléphone avec la vidéo, avec les captures d'écran, avec tout. Je me suis assis en face de lui et j'ai juste appuyé sur lecture. Et c'est là qu'il a souri. Pas un sourire méchant, plus un sourire de « je t'ai eu ». Et il a dit « Antoine, c'est la meilleure preuve que j'ai vue depuis longtemps. Elle vous a servi ça sur un plateau d'argent. Voyez-vous, voici ce que j'ignorais. Dans ce genre de procédure, la faute, l'adultère, peut réellement faire pencher la balance. Cela affecte la prestation compensatoire, la division des biens, tout cela. Mais il faut des preuves. De vraies preuves, pas seulement des soupçons ou des on-dit. Et la plupart des gens n'obtiennent pas une preuve aussi nette. Mais j'avais une vidéo virale horodatée de ma femme en train de se rouler une pelle avec quelqu'un d'autre alors qu'elle prétendait travailler tard. Jérôme a dit que c'était blindé. Un document public incontestable, étant donné que c'était partout sur TikTok. Il a affiché la vidéo sur son ordinateur, a téléchargé sa propre copie, a commencé à prendre des notes. Puis il m'a interrogé sur les biens, sur la maison, sur mon entreprise, sur son travail, sur tout ce que nous possédions ensemble. La maison était le gros morceau. Nous l'avions achetée ensemble, mais j'avais mis probablement l'équivalent de 100 000 € de travail. Cela avait augmenté la valeur d'environ 200 000 € facilement. Tout mon travail, mon expertise, mon temps. Jérôme a dit que nous pouvions monter un dossier solide pour que j'aie droit à une part beaucoup plus importante du capital à cause de cela. Ensuite, il y avait mon entreprise. Elle avait considérablement grandi pendant notre mariage, mais elle était uniquement à moi. Enregistrée sous mon nom, elle n'avait aucune implication. Jérôme a dit que nous devions la protéger. Il m'a demandé si elle savait que je savais déjà, et j'ai dit « non ». Il a dit « bien. Gardez ça comme ça pour l'instant. Ne la prévenez pas, laissez-la penser que tout est normal pendant que nous montons le dossier. Et quoi que vous fassiez, ne la laissez pas être au courant de cette vidéo. » Pendant les 2 jours suivants, j'ai joué le jeu, je rentrais,
je faisais le dîner, je lui demandais comment s'était passée sa journée. Elle a continué la comédie aussi. Elle parlait de stress au travail, de délai et de toutes ces choses dont je savais maintenant que c'étaient des mensonges complets. C'était surréaliste, comme si nous étions tous les deux acteurs d'une pièce de théâtre. Julien continuait à m'envoyer des textos pour essayer de s'expliquer. Je l'ai ignoré. Clara a demandé pourquoi Julien n'était pas passé, et j'ai dit qu'on s'était disputé à propos de quelque chose de stupide. Ça allait passer. Elle a semblé soulagée, honnêtement. Probablement inquiète qu'il ait tout balancé. Jeudi soir, elle a dit qu'elle travaillait tard à nouveau. J'ai dit, d'accord, bien sûr. Je l'ai regardée partir dans cette robe noire. La même que dans la vidéo. Après qu'elle soit partie, je suis allé dans notre bureau à la maison et j'ai commencé à fouiller partout. Relevé bancaire, facture de carte de crédit, enregistrement téléphonique, tout ce que je pouvais trouver. Jérôme m'avait donné une liste de ce qu'il fallait chercher. Et j'ai tout trouvé. Des frais dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des chambres d'hôtel, des courses Uber vers des adresses à l'autre bout de la ville remontant à des mois. Elle avait été négligente, utilisant notre carte de crédit commune pour une partie. Ou peut-être qu'elle s'en fichait juste. Elle s'est probablement dit que je ne vérifierais jamais parce que je lui faisais confiance. Il y avait des textos aussi. Pas au type du club, mais à sa collègue, Audrey, où elle parlait de sortir ce soir-là. Comment elle en avait besoin, comment elle méritait de s'amuser. Audrey lui demandait de mes nouvelles et de celles de Clara, disant que je n'avais pas besoin de tout savoir. Ce que je ne savais pas ne pouvait pas me faire de mal. Ça m'a fait plus mal que la vidéo. Honnêtement, le manque de respect désinvolte, le mépris. J'ai tout transféré à Jérôme. J'ai pris des photos avec mon téléphone, j'ai construit le dossier. Samedi matin, Clara a fait la grasse matinée. Elle était sortie jusqu'à 2 heures du matin la veille. Encore une soirée de travail tardive. J'étais debout tôt, café à la main, assis à la table de la cuisine quand elle est descendue. Elle s'est étirée, a bâillé, a demandé ce que je faisais. J'ai dit, je réfléchis. À quoi, a-t-elle demandé? J'ai dit, à notre mariage. Elle a eu cette expression sur son visage, prudente, aux aguets. Quoi à propos de ça? J'ai sorti la vidéo TikTok sur mon téléphone, je l'ai glissée sur la table vers elle, j'ai dit, je pense qu'on devrait parler de mardi soir. J'ai regardé la couleur s'échapper de son visage quand elle l'a vu. Quand elle a réalisé ce que je lui montrais, elle a juste fixé l'écran, figée. Puis elle a essayé de faire l'innocente. Ce n'est pas moi. Ça ne me ressemble même pas. On voit à peine leur visage. Je l'ai laissé divaguer pendant 1 minute, j'ai regardé comment elle cherchait désespérément une explication. Puis j'ai sorti les relevés de cartes de crédit, les reçus d'hôtel, les messages textes. Elle a immédiatement changé de tactique. Elle est passée du déni à la colère. Elle a commencé à crier que je l'espionnais, que j'envahissais sa vie privée. Comment osais-je fouiller dans son téléphone? J'ai souligné que c'était notre carte de crédit commune, notre forfait téléphonique partagé. Tout cela était légalement à ma disposition. Puis elle a visé le point sensible. Elle a dit que je l'avais poussée à ça, que j'étais un mauvais mari, que je ne l'appréciais pas, que je ne soutenais pas sa carrière, que je la faisais se sentir piégée et insignifiante. Elle a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne ses ambitions, qui puisse suivre intellectuellement. C'était exactement ce qu'elle avait dit à Julien. Le même scénario. Je lui ai demandé depuis combien de temps. Elle a dit que ça n'avait pas d'importance. J'ai redemandé. Elle a dit, 3 mois avec ce type, mais il y en a eu d'autres avant. Elle l'a dit avec désinvolture comme si ce n'était rien. Comme si tout notre mariage n'était rien. Je lui ai dit de faire sa valise et de partir. Elle a ri. Elle a dit que c'était sa maison aussi. Que je ne pouvais pas la mettre dehors. J'ai dit, bien, alors je vais partir. Elle a dit que je ne pouvais rien prendre. Que la moitié de tout était à elle. C'est là que je lui ai dit que j'avais demandé le divorce. Que mon avocat avait des copies de tout. La vidéo, les reçus, tout. Que dans cette situation, l'adultère compte. Et qu'elle n'aurait pas la moitié de quoi que ce soit. Elle est redevenue pâle. Elle a commencé à faire marche arrière. Elle a dit qu'on pouvait régler ça,
qu'on pouvait aller en thérapie de couple. Qu'elle avait fait une erreur. J'ai dit, non, ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Plusieurs choix pendant des mois. Puis elle a essayé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle a sorti son téléphone et a appelé Julien, l'a mis sur haut-parleur, a commencé à lui dire que j'étais en train de devenir fou, que je la menaçais, qu'elle avait besoin qu'il vienne pour m'aider à me calmer. Et Julien, à son crédit, a dit non. Il a dit, Clara, je suis au courant pour la vidéo. Antoine me l'a montré. Je ne peux pas t'aider avec ça. Elle a perdu les pédales. Elle a commencé à lui crier dessus, lui disant qu'il était censé être son ami. Qu'il avait promis de la soutenir. Qu'il savait à quel point j'étais difficile. Julien a juste dit, je crois que tu m'as menti sur beaucoup de choses, Clara, et il a raccroché. C'est là qu'elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, pas les fausses d'avant. Elle m'a supplié de reconsidérer, disant qu'elle m'aimait. Que ça ne voulait rien dire. Qu'elle mettrait fin à tout ça tout de suite. Je lui ai demandé le nom du type. Elle a dit que ça n'avait pas d'importance. J'ai dit que je le savais déjà de toute façon. J'ai vu son visage changer. Je lui ai dit que Jérôme avait déjà retrouvé ses informations grâce au club cette nuit-là. C'était un bluff, mais elle ne le savait pas. Elle a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je voulais qu'elle quitte ma maison. La maison que j'ai rénovée de mes propres mains pendant qu'elle était en train de faire des conneries ailleurs. Je voulais que mon entreprise soit protégée. Je voulais que ça soit fait proprement et rapidement. Elle a dit qu'elle ne signerait rien. J'ai dit, bien, on ira au tribunal. Je lui ai montré le TikTok à nouveau, je lui ai dit qu'il avait plus de 2 millions de vues maintenant, que son visage était partout sur Internet en train de s'embrasser avec un type au hasard, que tout le monde que nous connaissions l'avait probablement vu maintenant. Ça l'a touchée. Elle a demandé si j'avais montré à quelqu'un d'autre. J'ai dit, juste à mon avocat. Mais je ne pouvais pas contrôler ce que les autres voyaient en ligne, n'est-ce pas? Elle a attrapé son téléphone, a cherché la vidéo, a commencé à lire les commentaires, les gens qui taguaient leurs amis. Quelqu'un avait identifié le club. D'autres essayaient de trouver qui était le couple. Tout son corps tremblait. Elle a demandé ce qui ferait que ça disparaisse. J'ai dit que rien ne le ferait disparaître. C'était déjà là. Mais on pouvait gérer ça discrètement ou on pouvait traîner ça devant le tribunal où ça deviendrait un document public. Où son employeur pourrait le découvrir, où tout le monde le saurait. Jérôme m'avait préparé sur ce que je devais demander. Je lui ai exposé. Je garde la maison. L'entreprise reste à moi seul. Elle prend sa retraite et sa voiture et ses affaires personnelles. On partage l'épargne en deux. Pas de prestations compensatoires pour l'un ou l'autre. Rupture nette. Elle a essayé de négocier. Elle a dit que ce n'était pas juste. J'ai ressorti la vidéo. Je lui ai demandé à quoi ressemblait le juste pour elle. Elle a signé les accords préliminaires lundi après-midi. Jérôme a dit que ça prendrait quelques mois à finaliser, mais que le plus dur était fait. Elle a déménagé cette semaine-là, elle est allée rester chez Audrey. La vidéo TikTok a finalement été retirée après environ une semaine, mais à ce moment-là, elle avait été téléchargée et republiée partout. Quelqu'un dans son entreprise l'a vue. Je le sais parce qu'elle m'a appelé en hurlant que j'avais ruiné sa carrière. J'ai dit que je n'avais pas posté la vidéo. C'est elle qui était en train de s'embrasser avec quelqu'un en public. Elle a été mise à pied par son travail. Pas licenciée, mais en gros renvoyée chez elle pendant qu'il déterminait quoi faire. Apparemment, l'entreprise avait une clause de moralité ou quelque chose comme ça, et être la femme infidèle virale, ce n'était pas une bonne image. Julien m'a recontacté environ un mois après que tout soit tombé. Il a dit qu'il était désolé. Qu'il aurait dû voir à travers sa manipulation. Qu'il aurait dû me parler en premier. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Peut-être qu'on pourrait reconstruire l'amitié un jour. Mais pour l'instant, j'étais toujours en colère. Le type de la vidéo n'était qu'un bro de la finance lambda de son entreprise. Marié avec des enfants. Sa femme l'a découvert grâce à la vidéo aussi, apparemment, et a demandé le divorce. Une maigre consolation, mais quand même. Voici une mise à jour puisque vous demandiez. Donc, le divorce a été finalisé le mois dernier.
Ça a pris environ 4 mois au total, ce que Jérôme a dit être assez rapide. Clara a fini par tout signer parce que son avocat lui a dit que se battre lui coûterait plus qu'elle ne gagnerait et que la preuve vidéo était trop solide. Elle est toujours dans son entreprise, mais a été rétrogradée et cherche apparemment de nouveaux emplois. La rumeur a circulé malgré le retrait de la vidéo. La maison est officiellement à moi. Je suis en fait en train de rénover la chambre principale maintenant parce que je ne pouvais plus y dormir. Nouvelle peinture, nouveau parquet, tout est neuf, je me l'approprie. Julien et moi reconstruisons lentement les choses. On a déjeuné ensemble la semaine dernière, la première fois depuis des mois. C'est étrange, mais je pense qu'on y arrivera. Il se sentait sincèrement mal d'avoir été manipulé, et je le crois. Toute cette histoire me semble encore parfois surréaliste, comme si j'attendais de me réveiller pour découvrir que ce n'était qu'un cauchemar. Mais ensuite je me souviens de ce sourire TikTok sur le visage de Jérôme, et je sais que c'est vraiment arrivé. Elle a vraiment jeté 9 ans à la poubelle pour un type dans un club. Et elle l'a vraiment fait devant une caméra qui finirait avec des millions de vues. Je vais bien, cependant. Mieux qu'ok, en fait. La maison est silencieuse, mais elle est paisible. J'accepte de plus gros chantiers, je développe mon entreprise. Les rencontres ne sont même pas encore sur mon radar, mais peut-être un jour. Les gens demandent si je suis toujours en colère. Et honnêtement, je suis juste fatigué. Fatigué d'y penser. Fatigué de ressasser tout ça. J'ai eu ce dont j'avais besoin du divorce. J'ai protégé ce que j'ai construit et je vais de l'avant. Ce TikTok viral a peut-être mis fin à mon mariage, mais d'une manière étrange, il m'a sauvé de perdre encore des années avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Alors, merci à la fille au hasard dans le club qui a filmé sa soirée. Tu n'avais probablement pas l'intention d'exposer l'infidélité de quelqu'un, mais tu m'as rendu un fier service.